Bonjour, je suis Patrick de Saint-Exupéry, Marie Desplechin. Nous allons faire quelques lectures pendant une petite heure, trois quarts d'heure dans ces eaux-là. Et après, il y aura une discussion avec Art Spiegelman. Marie Desplechin va vous lire deux de ses textes. Et moi, je vais lire un texte de Scholastique Mukasangwa, qui malheureusement a dû annuler au dernier moment, et qui m'a demandé de lire un texte à sa place, qu'elle m'a très très bien précisé. Donc je vais le lire en son nom. Voilà. Marie Desplechin commence sa lecture d'un passage de Dambé. Dambé, c'est un livre qu'on a écrit à deux, avec une fille qui s'appelle Aya Sissoko, qui doit avoir entre 35 et 40 maintenant, et qui a été une grande boxeuse. Et donc c'est une lecture dédiée aux petites filles, puisque je vais lire un passage de son enfance, et en fait le moment après un petit passage sur la boxe. Et voilà. Alors oui, il faut quand même que je précise, c'est la petite fille, mais de parents maliens qui sont arrivés à Paris à la fin des années 70. Et pour moi, j'ai aimé faire ce livre aussi parce qu'il était emblématique de toute une génération, et notamment pour moi d'une génération de Parisiens. Et elle représente, à mon avis, la Parisienne contemporaine. Donc je commence. Je garde la nostalgie des journées qui n'en finissent pas, de leur matière légère, cotonneuse, des jeux de cache-cache dans les terrains vagues. Mon enfance est une période d'une extrême douceur. Un an après son mariage, Massiré a donné naissance à son premier fils, Issa. Je suis née un an après, en 1978. La petite fille qui me suit, en 1981, porte le nom de Massou. 2 ans plus tard, naît un petit garçon, Moussa. Nous vivons tous les 6 dans 15 mètres carrés, peut-être 20, au 22 de la rue de Tlemcen à Paris, à proximité du cimetière du Père-Lachaise. Notre immeuble compte 7 étages et 55 studios, 8 logements par palier, répartis autour de la cage d'un escalier de bois. Nous, c'est le studio 45 au 6e. Même s'ils le voulaient, les habitants du 22 sont trop à l'étroit pour s'ignorer. Personne ne ferme sa porte, les enfants passent d'un appartement à un autre. Quand Massiré ne peut pas s'occuper de nous, c'est la voisine du 5e qui nous donne à manger, ou alors celle du 1er. Nous sommes sans un sou. Toutes les tentatives de Sagui, son père, pour trouver du travail sont vouées à l'échec. Et quand il trouve, ça ne dure pas. J'ai 5 ou 6 ans quand il quitte Renault. Je le revois qui se présente devant ma mère et s'excuse. Plus de travail, je me suis fait virer. Ils parlent souvent tous les deux de l'argent qui manque et du travail qu'ils ne trouvent pas. D'autant qu'il faudrait pouvoir envoyer des mandats au village. Sagui n'arrive pas à pousser la porte de l'Eldorado. Il reste coincé sur le seuil. Il n'y a pas de sortie de secours. Maintenant qu'il a entraîné une femme dans son histoire et qu'ils ont des enfants, il ne peut pas faire le chemin du retour. Il y perdrait ce qui lui reste de face. Mais comment fait-il pour ne pas trouver ? Du travail difficile, mal payé, il y en a dans le nettoyage, le gardiennage ou sur les chantiers. C'est peut-être qu'il offre de très bons arguments à ceux qui ne veulent pas l'employer. Étourdi, colérique, insolent, paresseux, après tout. Je pense raisonnablement qu'il est le seul responsable, le maître maladroit du destin qui est le sien. Mais j'entends simultanément la voix africaine de ma mère qui évoque sa mère Massou. J'entends le murmure des mots terribles et la malédiction portée sur le fils. Déraisonnablement, je sais qu'il a été noué. L'ombre de Massou porte sur lui. Je pense double, comme on voit double. Je pense simultanément dans 2 mondes inconciliables. Vu d'enfance, dans ce qu'il faut bien appeler notre déveine, il n'y a pas de souffrance. Rien ne nous manque, nous n'avons pas faim. Ma mère prépare de grands mafés que nous mangeons assis par terre, dans un même plat et à la main. La vie est simple, balisée, l'école, le parc, les repas, le monde est plein et harmonieux. Je peux relire le passé comme un manuel de lecture édifiant, une famille heureuse, où chacun tient sa place et dont la vie est rythmée par de petits rituels. Tous les soirs, mon père nous donne à mon frère et à moi une pièce d'1 franc avec laquelle nous courons à la boulangerie. Le petit sachet de bonbons avec lequel nous repartons semble énorme. Dans le même temps, il lui arrive de laisser sa montre en gage à la boucherie contre un peu de viande à mettre dans le mafé.
Le plus étonnant, c'est encore que le boucher accepte. L'air est aussi plus doux qu'aujourd'hui, les gens moins craintifs, les crises n'ont pas ruiné la confiance que l'on peut se porter. Dans les années qui suivent, la relégation et la misère nécrosent le tissu, il durcit. J'imagine que plus personne ne prendrait aujourd'hui la montre de mon père en gage d'une livre de Bourguignon. Pour se fondre dans le décor, il faut maîtriser quantité de codes, les vêtements par exemple. Massiré n'a pas abandonné sa jupe. Quand il s'agit d'habiller ses enfants, elle ne se pose pas trop de questions. À quoi bon une jupe ou un pantalon sur un collant de laine? En quoi le collant ne ferait-il pas l'affaire? Avec un sous-pull de couleur vive, c'est parfait. Une cagoule là-dessus et hop, à l'école. Je sors en fantomette. Si ce n'est que je mets mes chaussures à l'envers. Personne chez moi n'a les moyens de deviner ce que ce déguisement fait de moi aux yeux des mères de l'école. La pauvre gamine d'une des familles africaines qui squatte rue de Tlemcen. Vous avez vu la touche? Nous sommes élevés pourtant et bien élevés. Simplement, certaines nuances nous échappent. Les jumeaux de l'école, qui fêtent leur anniversaire par exemple, ne m'ont pas invité. Quand les enfants Sissoko sonnent à la porte, la maman leur explique qu'on n'entre pas comme ça chez les gens. Non, 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 il faut avoir reçu une invitation. Visiblement, les autres enfants qui se présentent ont tous reçu cette invitation, parce que nous sommes les seuls à rester dehors. Pas si grave. Nous n'avons pas tellement besoin qu'on nous invite, puisque nous sommes une fratrie. Nous faisons tout ce que nous voulons et nous ne sommes jamais seuls. Est-ce que nous sommes rejetés? Oui, mais non. La semaine suivante, c'est très officiellement invité que nous nous rendons tous à l'anniversaire d'Hélène. J'en reviens enchantée, ça valait le coup d'attendre. À cet âge, je suis imperméable au regard méfiant comme au regard désolé. En vieillissant, je peux aussi me dire que nous avons appartenu à un type. Le gamin de Paris authentique, le poulbeau. C'est sur le moment que les pauvres posent problème, parce que dans l'ensemble, ils vieillissent bien. Ils prennent une bonne patine. Le pauvre ancien est vite folklorique, patrimonial même, décoratif, on l'encadre. Je regrette de n'avoir pas de photo de moi à 6 ans avec cagoule et collant. Donc je passe sur l'enfance qui est assez douce, et, enfin qui est très douce d'ailleurs, en dépit des conditions, enfin qui est vue par un enfant. Et d'accord. Donc on arrive à la 7 ans. J'ai 7 ans. J'ai redoublé mon CP, je suis entrée au CE1. Je suis têtue, autoritaire, indépendante. Plus que tout au monde, j'aime mon père, mais en second, j'aime ma mère. Ces deux-là sont parvenus à nous faire une enfance soyeuse, une enfance à taille d'enfant. Improbables et fragiles parents, dont je me dis qu'ils ont dû s'aimer dans le sens le plus occidental du terme. On les avait désignés, ils se sont choisis. Ma sirène ne parle jamais de Sagui autrement qu'avec affection. J'ai eu tellement de chance, dit-elle toujours. Un homme si respectueux qui me servait comme une princesse, qui prenait un tel soin de nos enfants. Tellement de chance pour ma sirène, tellement de chance. Sagui vient enfin de trouver un travail. Il est embauché par une entreprise de construction. Il va devenir possible d'améliorer les choses ici et d'envoyer de l'argent là-bas. On dirait que tout s'arrange. La nuit, pourtant, il m'arrive de rêver qu'une voiture brûle devant moi. Je suis seule sur le trottoir et je regarde. Je ne vois pas de victime, juste la carcasse disloquée qui flambe. Le rêve revient étrange et effrayant, d'autant plus troublant que je n'ai jamais assisté à un accident. Un de mes oncles m'apprend une comptine que nous braillons en malinké. Donc, le malinké est imprimé, mais je ne vais pas vous le lire. Les langues africaines ne sont pas faites pour être écrites. Le rythme n'y résiste pas, elles existent en relief, prises dans la voix. Aplaties sur le papier, j'ai l'impression qu'il n'en reste rien. Ici, c'est le cri d'un oiseau, le droucoutou, qui donne la cadence. Les conteurs et les chanteurs impriment à leur récit le ton de leur sujet. Je suppose qu'ils travaillent comme le faisaient les Aèdes, dans un temps indifférent à l'écriture. Cette toute petite chanson va traverser avec moi les années qui suivent. Elle dessine les purs de ce qui sera mon existence, les combats contre le droucoutou, qui est l'autre nom du malheur, et les récompenses arrachées à ma mère, car elle dit « Maman, remplis ma gamelle. Je me suis battue et j'ai vaincu. Je me suis battue contre le droucoutou. Je l'ai saisi et jeté à terre. Maman, remplis ma gamelle. » C'est le bruit qui m'arrache au sommeil au milieu de la nuit. Il doit être 3 heures. L'immeuble retentit de cris aigus et rauques.
Mon père sort du lit, il enfile sa robe, il dit qu'on se bat dans l'immeuble, un couple se dispute, il va intervenir, calmer tout ça, il ouvre la porte. Il me semble que suit un silence. Nous sommes tous réveillés, puis sa voix « Mon Dieu, le feu !» À ce moment-là, l'incendie a gagné le couloir. Il ne faut plus espérer sortir de la chambre, nous sommes pris au piège. Ma mère m'attrape, elle attrape Issa, puis mon petit frère. Elle tire le lit pliant vers elle, elle nous flanque dedans. Elle se penche sur nous, elle nous protège de ses bras. Massou lui a échappé. La petite s'est précipitée en hurlant dans les jambes de Sagui. Plus aucune lampe ne fonctionne dans l'immeuble. On ne voit dans la nuit que la lumière effarante des flammes qui dansent dans le couloir. Du lit où ma sirène nous a enfermés, je regarde, je reste parfaitement immobile. Je suis scindée en deux. Une partie de moi se débat et sanglote en dedans. L'autre garde les yeux fixes, grands ouverts. Elle enregistre. Les flammes avancent, elles approchent. Une fumée épaisse les précède, faite de tout ce qui brûle dans le couloir, de tout ce qui brûle sur 5 étages au-dessous de nous. Il devient de plus en plus difficile de respirer, les yeux me piquent, je tousse, je lutte pour rester éveillée. Maintenant, je vois mon père s'écrouler devant l'embrasure de la porte. Son corps obstrue le passage, je devine la forme inerte. Massou a cessé de crier, elle a disparu dans la fumée. Ma sirène est toujours couchée sur nous, je perds conscience. Je me réveille dans le camion des pompiers, mes 2 frères sont avec moi. Mais mon père, où est mon père? On me montre de loin une ambulance, je crois l'apercevoir allongé sur un brancard. Je veux le rejoindre, partir avec lui, je crie, je hurle. L'ambulance démarre, elle s'éloigne. L'immeuble du 22 rue Tlemcen a brûlé dans la nuit du 27 au 28 novembre 1986. En un an, c'est le 4e immeuble parisien habité par des familles immigrées qui est détruit par le feu. Dans l'année, 24 personnes sont mortes qui étaient venues d'Afrique, d'Asie ou des Balkans. Dans les 10 ans qui vont suivre, une quinzaine d'immeubles brûlent encore. Pour la seule année 2005, dans les 3 incendies d'immeubles vétustes de la capitale, 48 personnes trouvent la mort. Je vais donc lire un texte de Scholastique Mukasongwa. Scholastique était rwandaise. Elle vit aujourd'hui en France, en Normandie. Elle a eu le prix Renaudot. Et là, je vais lire un extrait de son livre Ligifu, qui veut dire la fin, où elle raconte sa jeunesse dans son pays, le Rwanda. Nous sommes avant le génocide des Tutsis de 1994. Elle est Tutsi et elle raconte cette jeunesse dans un pays qui vit une sorte d'apartheid entre les communautés. La peur, pourtant, était bien avec nous sur les bancs de la classe. Félicien était un instituteur sévère. Sa longue baguette flexible quittait brusquement le tableau noir pour cingler les doigts des bavards ou des distraits. Nous répétions à tue-tête et en cadence les mots français qu'il avait écrits au tableau avant notre entrée dans la classe. Il fallait ouvrir grande la bouche pour montrer notre ardeur à apprendre et échapper aux coups de baguette qui venaient stimuler les traînards ou les endormis. Du haut de son estrade, Félicien n'en finissait pas de nous exhorter à l'attention, nous qui étions les élèves les plus dociles et les plus studieux dont un maître puisse rêver. Tout le monde regarde au tableau et déchiffre après moi pour que ça rentre dans vos petites têtes. Mais si on regarde par la fenêtre, les mots s'en vont par la fenêtre. Impossible de les rattraper, ils disparaissent. Les mots français, ce n'est pas pour Nyamata. Vous les gardez dans vos petites têtes, même si pour à peu près tous vos têtes ne sont que des bidons vides. Des tonneaux percés, ajoutait-il en français. Peut-être qu'un jour, ça servira à un ou deux, mais pour les autres. Mais nous observions Félicien, discrètement, car on ne doit pas regarder le maître en face. Et nous savions que dès qu'il le pouvait, espérant que nous ne le remarquerions pas, il scrutait anxieusement le grand verger de la mission, la brousse trop proche qui barrait l'horizon d'imprévisibles menaces. Il surveillait particulièrement les allées et venues sur le sentier qui allait de l'église, accolé au bâtiment de l'école, jusqu'à la place du marché cachée par un rideau d'eucalyptus. Nous en profitions, nous aussi, pour tourner furtivement nos regards vers la fenêtre, et l'angoisse effaçait d'un coup tous ces mots français que nous avions ânonnés avec tant d'ardeur. Félicien avait raison, nos têtes n'étaient plus que des bidons vides.
Le maître, comme pris en faute, revenait précipitamment vers son tableau et reprenait sa leçon, mais il n'y mettait plus la même conviction. Sa baguette nous accordait de longues trêves. La fenêtre l'attirait irrésistiblement. Il s'arrangeait en passant entre les pupitres pour ne jamais tourner le dos. Quelquefois, comme s'il avait oublié ses élèves, il s'arrêtait, fixait longuement la cour déserte, les orangers et les papayers du jardin des missionnaires. Un groupe d'hommes qui passaient sur le sentier, revenant de leur bananerai, la machette à la main, les épais fourrés qui fermaient l'horizon. Et avant que Félicien ne regagne son estrade, la peur, nous semblait-il, avait pris la place du maître. À plusieurs reprises, la peur nous chassa de la classe. Ces jours-là, Félicien ne quittait plus la fenêtre des yeux. Il sortait sans cesse pour échanger quelques mots avec les instituteurs des classes voisines, qui, eux aussi, venaient de consulter à voix basse sur ce qu'il fallait faire ou l'avertir de l'approche du danger. Nous nous sentions un peu abandonnés sur nos bancs et nous essayions, nous aussi, en nous précipitant vers la fenêtre, de deviner de quel côté surgiraient ceux qui allaient nous tuer. On croyait entendre comme une rumeur de foule sous les arbres fruitiers du verger. Il nous semblait voir les buissons de la brousse s'agiter de façon inquiétante. On s'étonnait de ne plus voir passer personne sur le sentier. Enfin, Félicien donnait le signal. « Allez, les enfants, on va prier. » On sortait de la classe sans un mot, sans un bruit. L'église était toute proche, mais on n'entrait pas par le porche. On prenait par derrière, par la petite porte de la sacristie. On s'asseyait, serrés les uns contre les autres, dans l'abside, derrière l'autel. La porte n'avait pas de serrure. Les maîtres s'appuyaient contre elle pour essayer de la bloquer. La peur éloignait un peu. On était persuadés que dans l'église, rien ne pouvait nous arriver. Je ne sais combien de temps on restait ainsi, sans bouger, sans parler. C'était comme si le temps s'était arrêté. Quelque part entre la vie et la mort, un missionnaire entrait dans l'église. Il semblait un peu étonné de nous voir derrière l'autel. Il discutait longtemps avec Félicien et les autres instituteurs. Il s'efforçait de les persuader que le danger était passé ou qu'il n'y avait jamais eu de danger. Félicien et ses collègues finissaient par se laisser convaincre. L'Oumou Padri, alors là j'arrive pas à le lire avec l'accent rwandais, mais c'est chantant comme mot, c'est le prêtre. L'Oumou Padri sortait le premier par la porte de la sacristie. Et nous, derrière lui, sous la protection de sa soutane blanche et du gros chapelet qui barrait sa poitrine. Une fois dans la cour et assuré que personne ne nous menaçait, Félicien nous disait « Mes enfants, rentrez dans vos villages, ne traînez pas en route, courez, courez, c'est ce que je me tue à vous apprendre tous les jours à la gymnastique, courir. » Pas la peine de sauter bien haut ni d'être adroit au ballon. Ce qui compte pour vous, c'est de courir le plus vite possible. Même vous, les filles, surtout celles qui sont fières de leur gros derrière, vous devez être à présent plus lestes que la gazelle. Courez, courez, c'est ce qui peut vous sauver. Et nous courions comme pour aller plus vite que la peur. Se réfugier à l'église, cela arrivait surtout quand les esprits ne s'étaient pas tout à fait remis des jours de grande peur. Les jours de grande peur. On ne savait pas pourquoi, tout à coup, la peur s'emparait du village tout entier. Ils vont venir, ils vont venir. Ils, c'étaient les militaires, les jeunes du parti, les bandes de pillards et d'assassins, toujours prêtes à accourir des communes voisines, peuplées majoritairement de Hutus. Chacun revoyait défiler dans sa tête les images des massacres de 1959 ou de 1963. Les enclos incendiés, les vaches abattues, les hommes trop grands dont on coupait les tendons des chevilles pour les raccourcir avant de les achever. Les femmes et les enfants massacrés pour anéantir la race des serpents, les rivières charriant des corps. La moindre rumeur annonçait le retour de ces jours d'horreur. Le discours d'un ministre entendu à la radio par l'instituteur qui possédait le seul poste du village, les chefs de cellules convoqués à la commune, le meeting des militants tenus secrètement en pleine nuit, un convoi de camions militaires sur la route de Gako, des arrestations parmi les commerçants qui tenaient boutique autour de la place du marché, le passage à tabac d'étudiants en vacances, les descentes des militaires de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes dans les cases des déplacés. Il ne fallait pas se laisser surprendre. Chaque incident pouvait être le signe avant-coureur du massacre final. Chaque parole attribuée à un dirigeant contenir un appel codé au meurtre. La rumeur avait couru de maison en maison. Ils vont venir, ils vont venir. On ne savait bientôt plus qui ou quoi avait donné l'alerte. Anselme, du retour du marché de Nyamata, l'instituteur qui écoutait les nouvelles à la radio et les commentait le soir avec les hommes, les enfants qui avaient cru apercevoir dans le buisson des patrouilles de soldats en tenue camouflée. On savait ce qu'il fallait faire.
Il n'y avait pas besoin de se concerter. Ce n'était pas la première alarme. Les guetteurs allaient se poster aux endroits d'où ils pourraient voir venir du plus loin les assaillants. D'autres élevaient en hâte de fragiles barricades, d'illusoires retranchements, grâce auxquels ils espéraient, en sacrifiant leur vie, retarder le plus longtemps possible les attaquants et permettre ainsi aux femmes et aux enfants de s'enfuir dans la brousse. Les femmes et les enfants, dès que l'alerte était donnée, se rassemblaient chez Athanase. Sa case était la dernière en direction du lac Siowa. On espérait que les tueurs arriveraient par l'autre bout du village, du côté de Nyamata, et qu'on aurait le temps de se cacher dans les forêts d'épineux ou dans la grande papiraie du bord du lac. Pour nous, les enfants, ces jours de grande peur, c'étaient surtout des jours de grande excitation. Rien n'était plus comme dans les jours ordinaires, c'était le monde à l'envers. On était tous ensemble dans la même maison, la maison d'Athanase. Les écoliers n'allaient plus à l'école, les filles étaient dispensées des travaux du ménage, on n'allait plus chercher de l'eau, on riait de voir des hommes avec des calebasses prendre la route du lac. On n'était plus qu'une grande famille, avec beaucoup d'enfants et beaucoup de mamans. C'était donc un texte de Scolastique. Donc, dans cet incendie, Aya va perdre, je vous spoil tout le bouquin, va perdre son père, sa petite sœur, et plus tard, elle va perdre son petit frère. Et elle se retrouve avec sa maman. Ils ne sont pas indemnisés parce que l'avocat les défend mal, les papiers ne sont pas en ordre. Et la maman ne parle pas la langue et elle a une maladie rénale. Et la maman, c'est un génie. Et en fait, elle va inscrire ses gosses, ils sont dans une cité pourrie dans le 20e. Enfin, quand je dis pourrie, à l'époque, elle était vraiment pourrie. Et comme elle ne peut pas s'en occuper tout le temps, parce qu'elle a réussi à trouver du boulot dans l'hôpital où elle est soignée, où elle est en dialyse, elle les inscrit à tous les sports à l'école. Tout ce qu'on peut faire, ils le font. Et il s'avère que ces deux enfants développent, pour des raisons probablement de dons physiques, mais aussi en tout cas certainement pour Aya de capacité mentale, un don pour la boxe. Et donc Aya va commencer et devenir... Et elle le fait d'autant plus que dans la cité, c'est pas bien pour une fille de faire de la boxe. Donc là, dans le petit passage que je vais vous lire, elle parle de cette relation à la boxe. Ce n'est pas que la boxe soit ma vie, ma vraie vie en opposition à l'autre, la fausse. Elle fait plutôt office de refuge, de retraite même. Il n'y a pas de place au club pour faire des bêtises ni pour ressasser. Ce qui s'y passe est d'un autre ordre. Boxer me prouve à longueur d'entraînement que j'existe. Chaque coup reçu, chaque impact, la douleur même me rappelle que je suis vivante. J'ai mal et je résiste. C'est un peu comme s'écorcher les genoux sur le banc de la cour de récréation, sauf que là, c'est permis. Mais jamais, durant toutes ces années d'entraînement et de combat, je ne conçois la boxe comme un moyen de m'en sortir, comme une bonne manière pour une enfant de pauvre de s'élever socialement. Boxer n'est pas un accès au monde des autres, c'est une aventure intime, une histoire de moi à moi. Je commence la compétition très tôt. Je suis encore chez les poussins. À 12 ans, je gagne mon premier championnat de France dans la catégorie Benjamin. Je devrais être grisée. Je suis saisie de panique. Qu'est-ce que je suis censée faire? Sauter sur place, lever les bras, rire, pleurer, crier? Comment font les autres? Je ne sais pas. Rien ne vient. Si j'éprouve quelque chose, c'est plutôt de la déception. Tous ces efforts pour en arriver là, je ne sais pas ce que j'espérais au juste, mais certainement pas ça. Je ne m'habituerai jamais à la déconvenue de la victoire, la même au long des années. Je n'arriverai pas à me réjouir. Je suis toujours allée au combat sans haine ni rage. Je n'ai jamais eu spécialement envie de dominer mon adversaire et certainement aucune de le détruire ou de l'humilier. J'ai toujours eu des scrupules à voir l'autre saigner, souffrir. J'aime pas faire mal. Ce n'est pas de la grandeur d'âme. Ces victoires-là me sont indifférentes. Celle à laquelle j'aspire, c'est la victoire que j'emporte sur moi et qui me consacre plus forte que je suis capable de l'être. Elle récompense les sacrifices, les efforts, les douleurs. Dans ce cas, alors oui, il y a de la volupté. Elle est parfaitement égoïste. C'est au point que je préfère la défaite. Perdre est un piment. Perdre est une promesse. Le chemin sera plus long que prévu, plus ardu, le labeur plus constant. Je veux des défis qui soient plus durs à relever, des adversaires intimidantes, capables d'insinuer en moi un doute plus sournois. Mon projet, c'est d'en baver. Cette perspective constitue une sorte d'acompte sur le bien-être à venir. Et je sais la part de masochisme qui se trouve là-dedans. La vérité est que je n'aime pas avoir mal. Pour y échapper, je me dispense volontiers des entraînements, mais je me rends toujours aux compétitions. Une fois engagée, je ne peux pas reculer. Déclarer forfait serait une lâcheté. J'y vais donc,
sans comprendre qu'on puisse éprouver du plaisir à boxer. Le plaisir n'a rien à faire avec la boxe. Il faut pour se battre avoir ses raisons, une douleur plus profonde, à peine visible, difficile à dompter, et qu'elle seule permet d'exprimer. Une fille avec laquelle je boxais m'a dit un jour, en regardant une photo de la fédération sur laquelle je figurais, « Toi, je ne sais pas ce que tu caches, mais tu as l'air triste. » Je me suis défendue. Elle se trompait, elle racontait n'importe quoi. Triste, moi, de quoi je me mêle? Et maintenant, si on a encore 5 minutes, je vous propose de lire. Donc, Aya a rencontré des gens, enfin, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une belle histoire. Elle a rencontré des gens sur son chemin qui étaient des gens vachement bien, et notamment son deuxième entraîneur, qui s'appelle Jean Rouge, qui est un entraîneur du 20e arrondissement. Et j'ai consacré dans l'équipe un papier à Jean Rouge qui s'appelle « Pour saluer Jeannot », mais tout le début de papier, il ne parle pas de Jean, mais il parle de pourquoi, moi, ça m'intéresse la boxe. Donc voilà, ça change un petit peu de tonalité et comment ça arrive à Aya. Parce que quand on écrit avec quelqu'un, il faut des raisons également. La première fois, c'était à l'Élysée-Montmartre. J'avais un peu... Donc là, c'est moi. Enfin, moi. J'avais un peu plus de 20 ans. Un collègue m'avait invité, je l'avais suivi par curiosité. Les jeunes hommes en peignoir sont sortis d'une coulisse conduits par des hommes plus âgés. Ils ont remonté le couloir vers le ring. J'ai été stupéfiée. C'était comme de revenir des milliers d'années en arrière et d'assister à un rite éteint où les hommes étaient de jeunes bêtes et le spectacle un sacrifice. Je croyais voir leur fragilité et leur peur. D'avoir enduré quelques années de grec ancien me montait sans doute à la tête parce que visiblement, j'étais la seule dans la salle à prendre l'affaire au tragique. Autour de moi, les gens s'agitaient et bavardaient et c'était ainsi que les choses étaient censées se passer. On était à la boxe, pas à la messe. Le premier combat a commencé, le deuxième a suivi très vite. Je n'avais pas imaginé la vitesse ni la violence des affrontements. Il y a eu du sang tout de suite. Un type à terre, un poing dressé. J'ai pensé que j'allais me lever et partir, mais ce n'est pas ce que j'ai fait, pas du tout. De nouveaux jeunes hommes sont entrés, de nouveaux peignoirs sont tombés, le combat a recommencé et la salle, qui remuait distraitement, s'est comme coagulée. Il y a eu des cris entre l'encouragement valeureux et l'appel au meurtre, puis la salle est devenue une seule personne debout qui hurlait, une excitation folle est montée comme une température à faire péter le thermomètre. Si vous restiez dans ces conditions, c'était que vous étiez devenu aussi cinglé que les autres. Je suis resté. J'ai changé d'entreprise, de métier. J'ai perdu de vue mes collègues et j'ai cessé d'aller à l'Élysée-Montmartre, qui ne propose plus depuis longtemps de spectacles de boxe. Mais le souvenir, lui, est resté, comme celui d'une initiation, d'un passage vers un au-delà de l'expérience ordinaire. Des années plus tard, j'ai rencontré Aya Sissoko, 2 fois championne du monde de boxe française, 2 fois championne du monde de boxe française, oui, championne du monde de boxe anglaise. Gravement blessée dans la dernière rencontre, elle avait cessé de combattre. Quand elle m'a proposé d'écrire avec elle le récit de sa vie, de sa jeune vie, j'ai su qu'elle m'offrait un cadeau, l'occasion de revenir à ces années où, dans la salle, j'étais restée quand j'aurais dû me lever et partir, parce que tout ce que j'avais appris jusque-là me disait de le faire, alors que tout ce que j'éprouvais sur l'instant m'ordonnait de rester. La boxe, d'une manière générale, est condamnable, avertit Alexis Filonenko dans sa mémorable histoire de la boxe. Donc, est condamnable et aurait dû rester interdite, car elle engendrera dans des vies d'hommes des désastres insurmontables. Suivent 450 pages d'adoration pure, comprennent qui pourra, tout est là. La boxe est un sport, sauf que la boxe n'est pas un sport.